L'échiquier international, bienvenue à vous. Le mot est lâché concernant Gaza. Conquête. Conquête totale de l'enclave, sans oublier le déplacement total de la population palestinienne vers le sud. Mais avant, l'entité sioniste affirme préparer une attaque de grande ampleur. La résistance du Hamas, de son côté, affirme qu'elle continuerait le combat et que tout cessez-le-feu n'était plus désormais à l'ordre du jour. Les images qui nous parviennent de la situation razaoui sont terribles. Gaza n'est plus qu'un sol lunaire en lambeaux avec des habitants qui tentent de survivre au milieu des ruines. Présentes sur place, les agences humanitaires dénoncent la pénurie de nourriture et de fournitures et alertent sur une situation de famine inédite. Une expansion sioniste qui n'engloberait pas seulement Gaza avec les bombardements qui ciblent également le Sud-Liban, la Syrie et le Yémen. Netanyahou veut remodeler à sa manière la région. Va-t-il y arriver alors que le président américain Donald Trump s'envole dès demain pour l'Arabie Saoudite, point de départ d'une tournée au Moyen-Orient? Le dossier palestinien sera évoqué sans aucun doute tout au long de ses déplacements. Pour quels résultats? On en discute avec notre invité du jour. A tout de suite. Netanyahou veut chasser tous les Palestiniens de Gaza. Il assume haut et fort avec des bombes et surtout l'arme de la faim, encouragé par son cercle messianiste. On décrypte le tout avec notre invité du jour, Gérard Haddad, auteur de plusieurs ouvrages, psychiatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gérard Haddad. Alors, première question, du côté sioniste, on ne cache plus ses ambitions, vouloir occuper Gaza dans sa totalité. Certains observateurs feignent de se scandaliser, mais finalement, Netanyahou poursuit sa logique génocidaire à laquelle il n'a trouvé aucun obstacle sérieux et concret jusqu'à présent. Écoutez, j'ai mal entendu, là il y a eu un petit problème de son. Je répète la question. D'abord, il faut dire notre émotion. Oui, je vais répéter la question. Je disais que Netanyahou ne cache plus ses ambitions de conquête totale de Gaza, même si la logique était au départ inscrite à la fois dans ses discours et dans ses actions. Comment vous voyez la situation sur place et comment décrypter ce logiciel? Écoutez, c'est une horreur que des êtres humains imposent à d'autres êtres humains ce qui est en train de se passer, en particulier la faim, en particulier l'absence de nourriture, en particulier l'absence de soins. Tout cela nous bouleverse tous, quelles que soient nos origines, quel que soit tout ce que vous voulez, notre religion. Nous sommes devant un phénomène d'une barbarie telle qu'on ne l'a pas connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on ne sait pas comment ça s'arrête. Sans doute ce soir avons-nous quelques petits indices plus ou moins... espérons qu'ils se confirmeront et mais rien ne les arrête. Le problème avec cette équipe de personnes-là, ces barbares, c'est ce que mon maître Leibovitz appelait des judéo-nazis, rien ne les arrête. Vous osez le terme, judéo-nazi. C'est un terme que Leibovitz avait employé dans les années 90 du siècle passé, et que je reprends, parce que ce qui se passe là, c'est l'abomination, quoi. Peu importe le mot qu'on met là-dessus, mais ça dépasse toutes les limites. Mais je dirais même personnellement, il n'y a pas de mot pour désigner aujourd'hui ce que vivent les Palestiniens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, mais surtout à Gaza. À Gaza, depuis 15 jours, un mois, il n'y a plus de vivres qui rentrent. Donc, je voudrais manifester par cette intervention ma totale solidarité avec mes frères palestiniens. Et j'espère, quand même, espérons toujours que le voyage de Trump, il semble que nous ayons des nouvelles un peu des clignotants que
Trump en aurait marre de Netanyahou. On va en parler. Espérons-le. On va en parler justement. Mais avant ça, on peut parler également d'une autre manière. Vous avez parlé de massacres émanant de judéo-nazis. Certains diront qu'il s'agit de l'hubris sioniste, c'est-à-dire l'ivresse de la force, en parlant du plan expansionniste qui ne touche pas seulement Gaza, mais également la Cisjordanie, et au niveau régional, également le sud-Liban a été bombardé, la Syrie, le Yémen. La considération humaine, vous l'avez dit, ne semble pas peser. On a l'impression que Netanyahou profite d'un système international faible pour remodeler le Moyen-Orient avec ce fameux projet du Grand Israël. Est-ce que, selon vous, c'est bel et bien le dessein de Netanyahou? Quand je vous dis le Grand Israël, comment ça sonne à vos oreilles, Gérard Haddad? Écoutez, il y a quelque temps sur la chaîne Arte française, et on a passé un interview du ministre peut-être le plus important du gouvernement israélien, qui n'est peut-être pas Netanyahou. Netanyahou essaie de sauver sa peau, et qui s'appelle Smotrich. Smotrich est un cinglé pour moi, je pense qu'il est redevable de l'enfermement psychiatrique. Il prétend que le Sud-Liban fait partie de ce qu'il appelle Israël. Il prétend que, évidemment, la Cisjordanie, il prétend que Damas, même, la capitale si importante, si historique, de la Syrie, devrait être inclus dans son Grand Israël. Il prétend qu'une partie de l'Irak devrait être incluse dans ce Grand Israël. Il prétend même que l'Arabie saoudite, une partie de l'Arabie, devrait être incluse, et même une partie d'Égypte. Vous voyez, nous sommes en pleine... Pourquoi j'ai écrit ce livre? Je suis psychiatre essentiellement. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un analyste politique, je suis un psychiatre. Et très vite, j'ai senti que dans cette affaire, à partir il y a plus d'un an, dès le mois de novembre 2023, je n'ai pas attendu longtemps, j'ai senti, en clinicien que je suis, que nous étions confrontés à une folie. Regardez ces images que vous passez qui sont l'horreur absolue, qui sont des enfants d'Auschwitz, on pourrait dire. J'ai senti qu'on était devant un phénomène psychotique. Nous sommes devant une folie, et la folie que rien n'arrête. Pourquoi est-ce que les gouvernements occidentaux ne l'arrêtent pas, ne prennent pas des sanctions, comme ils l'ont fait pour la Russie? Tout ceci devra être examiné historiquement plus tard, mais en attendant, ce sont des êtres humains qui meurent, des êtres humains qui souffrent, et ça nous bouleverse. Vous le dites, vous l'expliquez simplement, entre guillemets, simplement, par la folie des hommes. C'est ce que vous dites en tant que psychiatre. En général, ça ne m'intéresse pas, moi. Il faut à chaque fois préciser, sinon... J'ai écrit ce livre qui s'appelle Archéologie du sionisme, où j'ai montré que le sionisme, ce qu'on appelle le sionisme, qui n'a rien à voir avec l'attachement des juifs religieux à Jérusalem, etc. C'est une idéologie qui a été construite par un type qui n'avait aucun rapport avec le judaïsme, qui s'appelait Theodor Herzl. Le mot sioniste devrait être consacré à cette idéologie-là. Mais cette idéologie s'est construite sur le rejet du judaïsme. C'est une doctrine anti-judaïque, ça peut paraître bizarre. Les juifs qui étaient installés là-bas, qu'on appelle des juifs pieux, qui étaient là-bas depuis toujours, sans problème, étaient méprisés. Ils le sont toujours d'ailleurs. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux s'opposent à cet État sioniste. Et ce que mon maître Lacan, n'est-ce pas, avait appelé une forclusion. La forclusion, c'est quand vous rejetez ce qui vous a fait. Vous rejetez votre filiation, vous rejetez les valeurs fondamentales qui vous construisent. Le sionisme est construit contre le judaïsme. Ça, c'est évident. Mais les gens, pour ça que j'ai écrit ce livre, j'ai rafraîchi un peu les mémoires, n'est-ce pas? Et donc, voilà, la première chose que j'ai, cette folie, on va en parler, dont M. Netanyahou et sa clique, là, Smotrich, et tous, le sionisme lui-même, hein, n'est-ce pas, est une doctrine qui s'est construite
anti-judaïsme. Cet amour du prochain que nous avons, le respect de l'autre, la peur de Dieu, si vous voulez, a disparu. C'est ce que disait la philosophe Simone Weil, Weil avec un W et pas avec un V, qui disait que le but du sionisme était de déjudaïser justement la religion. On va revenir Absolument. Allez-y. C'est ça. On va revenir Oui, on va revenir à l'actualité. Alors, on l'a dit, nous sommes à quelques heures du départ de Donald Trump, le président américain, dans la région, avec une première étape à Riyad. Alors, selon la presse américaine, Gérard Haddad, comme le New York Times ou le Wall Street Journal, qui affirme que les relations entre Trump et Netanyahou battraient de l'aile. On en veut pour preuve. Le président américain a donné son feu vert au développement d'un programme nucléaire civil à l'Arabie Saoudite, mais surtout, il a renoncé à exiger en échange une reconnaissance d'une entité sioniste par Riyad, comme le souhaitait pourtant la partie sioniste. Auparavant, à notre exemple, Donald Trump a annoncé ces derniers jours l'arrêt des bombardements américains contre les Houthis du Yémen, sans en avertir au préalable le gouvernement sioniste, alors que les combattants yéménites ont tiré la semaine dernière une missile balistique près de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv et qui ont paralysé d'ailleurs partiellement le trafic aérien civil, tout en proclamant que ce genre d'agression menée au nom de la solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza allait se poursuivre. On peut continuer les exemples, l'ouverture par exemple des négociations avec l'Iran sur son programme nucléaire, alors que Netanyahou misait plutôt sur des menaces et une action militaire conjointe sur le front syrien. Trump s'entend très bien, par exemple, avec Erdogan, aux grandes dames de Netanyahou. Et enfin, Donald Trump insiste pour laisser passer l'aide humanitaire destinée à la bande de Gaza. Cela au moment même où le gouvernement de Netanyahou a validé dernièrement le lancement d'une offensive de grande envergure. Alors je vous pose ma question, est-ce que finalement ce qui permet à Netanyahou de poursuivre sa logique génocidaire n'est pas le blanc-seing donné par Donald Trump? Ou dit autrement, est-ce que si Trump lâchait Netanyahou, arrêtait de l'accompagner dans ses opérations, est-ce que Netanyahou pourrait s'arrêter? Écoutez, juste avant que je vienne sur votre plateau, je lisais un article d'un expert israélien en Israël et qui disait que Trump nous a trahis. Bon, c'est ce qui se raconte maintenant. Monsieur Netanyahou a dit cette phrase horrible il y a quelques jours. Ce que nous demandons à Trump, c'est trois choses. Des munitions, des munitions, des munitions. Il faut que vous rappeliez que sur Gaza sont tombés un tonnage de bombes supérieur à ce qui est tombé sur les grandes villes allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur un tout petit bout de terrain. Alors, il semblerait que les Américains pensent que leur intérêt n'est pas dans cette... Qu'est-ce qu'ils veulent bombarder quoi? Il ne reste plus une maison debout. Enfin, si les Américains refusent d'approvisionner en bombes Israël, l'agression israélienne sur Gaza s'arrêtera immédiatement. C'est ce qui le tient. Parce qu'Israël n'a pas de fabrication de bombes. En tout cas, pas assez pour... Les tanks israéliens, une partie viennent d'Allemagne. L'Allemagne aussi fournit beaucoup d'armes. Il faudrait que cet Occident, enfin, mette un boycott, un moratoire sur la livraison d'armes légères ou lourdes pour arrêter le génocide, parce que nous sommes devant un génocide. Plus personne ne discute la réalité. Quand même, comment le cœur ne se brise pas de voir ces choses que nous voyons à l'écran en ce moment? Alors, en parlant du génocide, l'ONU condamne, l'Union européenne se dit entre guillemets préoccupée. C'est étonnant ce type de rhétorique alors qu'on parle de génocide. Mais qui prennent des mesures, On rappelle. Ils ne les prennent pas. Ils ont pris contre la Russie. En fait, la situation en Ukraine, je la connais pas bien, mais je sais qu'elle n'est pas aussi grave qu'à Gaza. Parce que les Ukrainiens, ils peuvent sortir, ils peuvent aller ailleurs, ils reçoivent des... À Gaza, c'est une prison, ça a toujours été une prison, depuis 17 ans. Et de temps en temps, Israël les bombarde, vous savez comment ils appellent ces bombardements? Ils appelaient ça, ils tondaient le gazon, tondre le gazon. C'est comme ça qu'on parle des êtres humains. Donc la situation à Gaza est bien pire que celle de toute façon, ça n'a pas de sens de comparer les choses, mais elle est quand même horriblement pire. Et l'Europe n'a pris aucune mesure
parce que l'Allemagne met son veto, parce que l'Espagne aurait proposé des sanctions. L'Irlande a pris des positions, la Norvège a pris des positions. Mais quand ça arrive aux instances européennes, l'Allemagne refuse. Alors c'est grave, on rappelle quand même, je vous laisserai continuer dans un moment, mais on rappelle quand même que l'entité sioniste est poursuivie par la Cour internationale de justice pour génocide, que Netanyahou a un mandat d'arrêt international délivré par la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, et malgré cette gravité, on a des officiels occidentaux, en tout cas quelques-uns, aux propos mesurés, il y a une sorte de normalité, de banalité à tout ça, des pays occidentaux comme la France, l'Allemagne, qui maintiennent encore des relations avec l'entité sioniste. Pourtant, Emmanuel Macron a dit qu'en juin, il comptait reconnaître l'État palestinien. Comment vous recevez cette annonce? Écoutez, tout pas en avant est à prendre, n'est-ce pas? Reconnaître l'État palestinien. Si la France, et il semble qu'il y ait des indices qui vont dans ce sens, mais bon, si la France reconnaît l'État palestinien, ça va entraîner avec elle l'Angleterre et probablement l'Allemagne et l'Italie. Donc, je fais partie d'un groupe en France de juifs qui luttent pour les droits des peuples palestiniens, qui luttent pour la justice. Nous appuyons ces choses-là. Nous voulons que cette reconnaissance de l'État palestinien ait lieu. Bien sûr, c'est un drôle d'État parce qu'il n'a pas de territoire défini. Et n'empêche que tout pas en avant serait à prendre. Il semblerait que ça entraînera quand même des conséquences. D'ailleurs, Netanyahou est furieux. Il a déclaré que si la France reconnaissait l'État palestinien, il prendrait des mesures. Je ne sais pas lesquelles il va annexer, comme si ce n'était pas déjà le cas. Je pense qu'il roule beaucoup des mécaniques, mais si jamais l'Occident arrête son appui, il ne peut rien faire. Israël dépend des soutiens politiques, économiques, militaires et équipements militaires des Américains et des pays occidentaux. Alors, Gérard Haddad, au sein de la communauté juive européenne, il y a quand même des voix qui commencent à s'élever. Dans une lettre ouverte, par exemple, une trentaine de membres du Board of Deputies of British Jews, l'organe le plus représentatif des Juifs du Royaume-Uni, ont condamné l'extrémisme du gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui a choisi de rompre le cessez-le-feu de Gaza et encourage ouvertement la violence. Comment vous expliquez que des juifs au sein de certains pays européens commencent à dire d'une certaine manière pas en notre nom et qu'en France, la communauté, enfin pour la plupart en tout cas, ces voix officielles sont quand même frappées de mutisme ou sont en retrait par rapport à cette question de génocide en Palestine? Comment vous l'expliquez, vous qui vivez en France? J'ajoute aux États-Unis. Et beaucoup des manifestations qui ont lieu dans les universités américaines, en particulier à la Columbia, sont menées par des jeunes étudiants juifs qui sont persécutés et qui ont été chassés, enfin, des sanctions sont prises contre eux. Mais vous avez raison de pointer, il y a une situation en France curieuse, comme si nous étions... Bon, il y a quand même aussi des groupes de juifs français qui condamnent et qui apportent aussi leur aide et essayent. On fait des collègues, vous me direz, c'est pas grand-chose, mais on essaie de... Bref. Mais nous sommes invisibilisés. Quelqu'un comme moi, quand j'ai écrit mes 2 livres, là, n'est-ce pas, celui sur l'archéologie du sionisme et l'éloge de la trahison, les médias ne m'ont pas appelé. Aucun média. Je ne suis pas le seul. Vous avez des gens éminents qui connaissent le sujet, qui sont juifs, toutes sont blacklistées mais dans les médias. Et je vous remercie donc de me donner la parole. C'est un plaisir. Il y a des moyens. Ils ont les moyens d'empêcher une autre voix de s'exprimer. Or, tout ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est contraire à tout ce que nous... Moi, je suis un Tunisien. J'ai grandi, je connais le Maghreb, je connais la Tunisie qui est mon pays natal, que j'aime passionnément. Comment peut-on accepter ça? Vous parlez arabe, hein? Darja. Je parle arabe. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en djellaba, puis je me suis dit, vaut mieux que je mette une chemise, mais quand je suis à la maison, je suis en djellaba. Donc, je suis un maghrébin
et un Tunisien. Notre cœur est brisé de cette situation. On nous sort toujours le 7 octobre. OK, mais 7 octobre, il s'est passé des choses horribles. On oublie, n'empêche de dire que depuis 17 ans, Gaza était une prison à ciel ouvert. Ce sont des amis israéliens qui me l'ont dit, des éminentes personnalités israéliennes. Il y a eu une révolte. Et les révoltes, dans ces cas-là, s'accompagnent d'actes barbares. Mais il n'empêche que nous attendons que se produise une enquête objective sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a fallu 12 heures à l'armée israélienne pour arriver? Alors que moi, je connais le pays, j'y ai habité. Pour faire ce trajet-là, il y en a pour une demi-heure, un quart d'heure. Donc, il y a quelque chose, nous voulons savoir la vérité, nous ne la savons pas. En plus, il y a ce qu'on appelle des directives, comme la directive Hannibal. La directive Hannibal consiste à sacrifier même les otages, c'est-à-dire les otages qui sont pris par un ennemi, entre guillemets, sont considérés comme morts. Oui, on tue tout le monde, tout le monde. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans un des bâtiments du kibbutz Be'eri, dont on a beaucoup parlé. Et il y avait un commando du Hamas qui avait pris 17 otages et qui avait dit, quand ils ont vu arriver un tank, ils ont dit, bon, ça va, on arrête, on se rend. Eh bien non, on a détruit le bâtiment, on a détruit le commando du Hamas et on a tué les 17, je crois, enfants qui étaient dans cette... parmi lesquels il y avait 2 jumeaux, 2 enfants, enfin des adolescents. Vous voyez, en plus, ce que nous voyons, c'est quoi? Nous voyons qu'Israël a voulu créer soi-disant des zones de sécurité. Or, ces zones de sécurité sont bombardées. Mais c'est quoi ça? Jusqu'où vont-ils aller? Donc, personnellement, pour mon nom personnel, mais aussi au nom de tant de mes amis. Je pense à mes amis de l'UJFP, mes amis de Tzedek, qui sont des jeunes juifs qui se battent pour la cause palestine. Non pas parce que c'est pas seulement, c'est notre cause humaine, vous comprenez? Parce que si on porte atteinte à l'humanité, c'est une grande famille. Nous sommes tous de la même famille, nous sommes tous descendants, selon la Bible et le Coran, du même couple, Adam et Ève. Donc, quand on considère qu'une partie de cette humanité n'est pas humaine, mais on est dans le nazisme, et ceci va se retourner contre nous demain. Parce que déjà, il y a des persécutions qui s'opèrent en Israël contre des gens qui s'opposent. Donc, comment vous voyez l'avenir, Gérard Haddad? Vous m'avez dit, on s'est parlé quelques fois au téléphone, vous m'avez dit j'étais sioniste autrefois. Je vous pose une question personnelle, pardonnez-moi. Pourquoi avez-vous cessé de l'être? Moi, j'aime bien aller au fond des choses. J'essaye. Donc, à un moment donné, j'ai cru, je ne savais pas ce que c'était le sionisme. Pour moi, le sionisme, c'était construire une société où voilà, on pourrait vivre notre culture juive, etc. Et j'ai décidé, alors que j'avais une belle situation à Paris, j'ai tout liquidé. Moi, les gens qui sont sionistes, je leur demande, allez vivre là-bas. Vous verrez ce que c'est. Madame la rabbine, là, qui parle dans tous les... qu'elle aille voir, qu'elle vive là-bas. Elle y a vécu d'ailleurs un petit bout. Donc là, j'ai compris tout de suite, si vous voulez guérir du sionisme, regardez, c'est celui-là, le Smotrich, là, qui est à droite, il faut aller vivre en Israël pour se rendre compte du système qui a été mis en place là-bas. C'est un système raciste, un système antidémocratique, un système, on le voit, avec l'opération de Gaza, la barbarie dont ils sont capables. Ce monsieur Smotrich qu'on voit sur l'écran, là, qui va monter dans la voiture, il est tellement psychopathe que même l'armée israélienne a refusé de l'enrôler. Il n'a même pas fait l'armée, parce qu'il est malade mental. Et c'est lui maintenant qui dirige le pays. Vous voyez un peu où on en est? Si on n'est pas dans la folie, on est dans la folie. Merci pour ces paroles. Il faut que quelqu'un arrête cette folie. Merci pour ces paroles. On verra, on suivra en tout cas attentivement la tournée de Trump à partir de demain. Il faudra bien que ça vienne de quelque part. Merci, parce que l'humanité est en train de souffrir. Merci Gérard. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Un plaisir d'échanger. J'espère que vous reviendrez pour discuter, approfondir beaucoup de sujets concernant Eraza et beaucoup d'autres sujets connexes. J'étais à Tunis là, il y a 15 jours. C'était le congrès des psychiatres franco-maghrébins. Le prochain congrès franco-maghrébin se tiendra en Algérie
Je crois que c'est à Tizi Ouzou. Eh ben, on en Donc, la parlera. présidente. On en Et parlera. j'espère qu'elle m'invitera, mais je ne suis pas sûr. Hein. Ben, l'invitation est lancée, le message est diffusé. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt. L'échiquier international est terminé pour aujourd'hui. On se dit à demain en vous souhaitant une agréable soirée.